Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Bienvenue à l'entretien du dimanche. Il était déjà sur les plateaux de Eden TV au Bénin. L'évolution de l'actualité nécessite qu'il y soit à nouveau, mais cette fois-ci en direct de Bruxelles, en Belgique. Notre invité s'appelle Kinos Dossou, il n'est plus à présenter. Il est membre de l'Association des journalistes professionnels de Belgique et notamment membre du conseil d'administration. Avec lui, on parlera des médias, on parlera de la presse, on parlera de la carte de presse notamment, et on parlera également de sujets d'actualité comme les sujets culturels, notamment le festival Vaudon, et bien évidemment un clin d'œil à l'actualité politique. En tout cas, avec lui, sur les 52 minutes à venir, nous allons parcourir des faits que vous connaissez très bien au Bénin. Alors, Monsieur Dossou Kinos, bonjour. Bonjour, donc. Bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche à nouveau. À nouveau, même. C'est votre plateau, vous le connaissez déjà. Merci de m'inviter. Alors, nous allons parler justement de l'Association des journalistes professionnels de Belgique, dont vous êtes membre. Avec vous, nous parlons de la profession. Justement, Monsieur Dossou, c'est quoi, qu'est-ce que l'Association des journalistes professionnels de Belgique fait concrètement, différemment des autres associations? Alors, je ne dirais pas qu'elle fait peut-être différemment, mais elle fait d'une façon plus disciplinée, je dirais. Donc, l'Association des journalistes professionnels de Belgique est une association de droit belge reconnue, qui est une union professionnelle reconnue, et qui existe, attention, depuis 1886. 1886, qui existe depuis le 19e siècle. Donc, on a fêté les 125 ans pour l'aile francophone cette année, mais l'aile globale fédérale, ça fait déjà quand même un peu plus d'un siècle, bientôt, donc 138 ans. Alors, c'est une association qui existe et qui, comme vous l'avez si bien dit, englobe la plupart des journalistes de presse donc professionnels et qui défend les droits donc de la corporation, vous savez, le quatrième pouvoir en Belgique également. Donc l'aile francophone qui s'appelle donc l'association, comme vous l'avez dit, des journalistes professionnels a en son sein donc un conseil d'administration qui est un peu l'organe politique et de décision. Et moi, j'ai en charge les médias numériques de Belgique francophone et germanophone. Alors, c'est votre rôle dans l'association, enfin, dans le conseil d'administration. Oui. Vous avez en charge les médias numériques francophones. Je les représente, en tout cas. Et germanophones. Oui. Donc, vous les représentez au sein du conseil d'administration. Oui. Pour un mandat de 4 ans, oui. Mais quelles sont les décisions que vous prenez au sein du conseil d'administration? Alors, le conseil d'administration de la JP, donc en sigle, se réunit au minimum une fois par mois. On se réunit, donc tout le conseil, avec l'équipe permanente. On a une équipe permanente et un siège. Et nous faisons ce qu'on appelle des travaux mensuels, qui sont prioritairement d'agréer des nouveaux journalistes professionnels, parce que pour être journaliste professionnel, il faut quand même passer par un certain... un filtre. Et un filtre, oui, voilà, c'est quand même un quatrième pouvoir, et on ne va pas agréer n'importe qui. Donc il faut avoir évidemment fait des études forcément de journalisme, ou en tout cas, ou avoir travaillé en tant que journaliste et en faire une activité principale. Donc, par exemple, déjà dès lors que vous êtes à l'université, pour ceux qui sont universitaires, il faut s'inscrire en tant que journaliste stagiaire, à défaut d'être collaborateur de presse, et il faut le faire pendant 2 ans. Puis après, maintenant, quand vous sortez et que vous rentrez dans la vie active, ça veut dire que vous travaillez pour une rédaction ou vous travaillez pour un média ou un groupe de presse, il faut en faire son métier principal, il faut le prouver. Donc il faut le prouver par des fiches de salaire. L'essentiel de ses revenus. Voilà, il faut en tirer l'essentiel de ses revenus en tout cas. Et donc il faut déposer un dossier qui est soumis juste une fois par mois au conseil d'administration qui se réunit, donc une fois par mois, dans ce conseil où je siège aussi. Et nous essayons de valider toutes les étapes pour avoir cette carte de presse. Parfois, généralement, on tourne autour de entre 5 et 10 collaborateurs, je dirais, futurs journalistes professionnels qu'on va agréer et qui vont recevoir cette carte de presse qui est une carte donc validée par la JP. Justement de la carte de presse tout au long de cet entretien parce que justement c'est un instrument important. C'est un instrument important. Il va falloir aborder la question, mais on le fera dans quelques minutes si vous le voulez bien, Monsieur Dossou. Mais j'ai envie de savoir ce que vous faites pour la presse béninoise, parce que vous êtes béninois, il faut le dire. On ne vous présente plus, je l'ai dit dans l'introduction. Alors vous êtes membre de l'Association des journalistes professionnels de Belgique. Ça aussi, on le sait, membre d'un conseil d'administration. Vous faites quoi pour la presse de chez vous à partir de votre position actuelle? Écoutez, déjà, voilà, j'ai une chaîne de télé en ligne qui est agréée par le CSA ici, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Enjeu Télévision. Enjeu Télévision. Et via, justement, Enjeu Télévision, on essaye quand même un peu de varier le point de vue de l'actualité
en Europe. Bruxelles, capitale de l'Europe, deuxième ville plus cosmopolite, troisième capitale diplomatique. On a près de 200, je dirais, comme ça, grosso modo, de missions diplomatiques de pays représentés ici. Donc, il faut... Et ça, c'est à travers vos chroniques. Oui, voilà, à travers les chroniques, il faut varier le point de vue sur l'actualité. C'est déjà énorme, hein, parce que l'actualité telle que traitée par nos confrères d'ici, forcément, il faut un point de vue d'ici pour traiter une actualité dont les réalités sont autrement. Mais moi, je ne parle pas des chroniques, je parle de ce que vous faites pour les journalistes de chez vous. Vous parlez de mon apport. Absolument. Qu'est-ce que vous apportez à la presse de votre pays? Il fut quelque temps où nous avons quand même travaillé à mettre en place des institutions, je dirais, de formation, de production. Je l'ai fait, par le passé à l'ORTB, par exemple, où j'ai été sollicité par l'Office des radios et télévisions du Bénin, il y a quelques années, une dizaine d'années, pour aller apporter, on va dire, un partage d'expérience, d'accord, où on va former les journalistes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Accessoirement, j'enseigne dans le supérieur, j'enseigne la méthodologie de la communication, j'enseigne les dynamiques de groupe et les communications professionnelles. Donc c'est autant de vecteurs que je dirais. Parce vous ne répondez pas encore à ma question, M. Dosso. Voilà, le gros vous ne répondez problème, pas à ma question. Je vous demande, je reprécise, si vous voulez, qu'est-ce que vous faites pour les journalistes de votre pays? Vous tournez autour du pot, vous ne donnez pas de réponse à ma question. Alors, peut-être qu'elle n'est pas très explicite, votre question. Ah oui? Vous voulez que je m'explique mieux? Oui, sinon je peux. Oui, allez-y. Voilà. Vous avez une position dans la presse ici, dans l'Occident, d'accord. Votre position devrait pouvoir permettre à vos confrères de votre pays de se développer au niveau personnel ou même au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous faites à leur attention ou à leur intention, si vous voulez? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des bourses, par exemple, qui sont disponibles, que vous pouvez mettre à disposition des journalistes du Bénin? Vous parlez de la formation, d'accord, mais est-ce que vous avez des partenariats avec des presses locales pour pouvoir avoir un développement certain? Ce sont autant de questions qu'on se pose. Mais vous savez, donc là, j'espère que vous allez répondre. Oui, je vais répondre à vos questions. Mais je commençais justement par vous parler de la formation, parce que le problème que nous avons, je ne dirais pas, même ici, en Belgique ou dans tous les pays, c'est un problème d'actualisation de la formation. Aujourd'hui, notre métier est devenu comme une application qu'il faut mettre à jour à temps plein. Vous savez, aujourd'hui, l'écran le plus important, comme on le dit, n'est plus l'écran, la télévision de papa, c'est l'écran qui est dans nos poches. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le métier du journaliste vit ces moments très sombres, parce que n'importe qui peut se lever aujourd'hui et dire, ben oui, je suis journaliste, dès lors qu'on publie du contenu. Les réseaux sociaux sont venus bouleverser les cartes. Et donc, clairement, la formation doit être un élément, mais important, caractéristique première d'une certaine collaboration qu'on peut avoir entre le Nord et le Sud. Donc, à travers notre position à nous, par exemple, on peut proposer à nouveau. Mais il faut encore que les pays partenaires soient, je dirais, des pays qui sont dans ce besoin-là. Donc, vous voulez dire que le Bénin n'est pas dans ce besoin? Le pays est dans le besoin. Existe, M. Dosso. Mais vous savez, vous avez quelque chose au Bénin, par exemple, qu'on appelle la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui est l'équivalent du CSA ici, en Belgique ou en France. En France. Je sais qu'il y a eu une ou deux collaborations avec l'AC et les institutions belges, la diplomatie avec des bourses. La Belgique est un pays privilégié de coopération-développement avec le Bénin. Et donc, du coup, on n'est pas que dans le domaine des médias. Vous savez, c'est assez sensible. On parle d'un pouvoir, quatrième pouvoir. Donc, du coup, forcément, on doit y aller avec un peu plus de sensibilité. Et donc, je pense que si les demandes se font de façon claire, de façon appropriée, je pense honnêtement, et je le dis vraiment de façon très honnête, que les réponses à ces demandes vont suivre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de demande? Il n'y a pas de demande pour l'instant. Il n'y a pas de demande pour l'instant. Et je le dis, écoutez, nous sommes en Belgique, je crois que voilà, on sait bien qui je suis. Je peux apprendre, par exemple, tout à fait par hasard, que nous avons, par exemple, des autorités du pays qui passent et on n'est pas au courant. Alors, mais voilà, vous avez le ministre... Mais s'il n'y a pas de demande, est-ce que ce n'est pas parce que vous aussi, vous ne faites pas suffisamment pour qu'on sache que vous existiez? Comment demander à quelqu'un dont on ne connaît pas l'existence, par exemple? Donc la Mabalo, je pense que s'il y a bien un nom qui est connu en Belgique, à partir du Bénin, je ne dois pas faire ma propre promotion. En fait, vous vous faites désirer, finalement? Pas du tout, parce que on n'est pas des commerçants, je dirais. Donc on est des journalistes et on doit faire un travail en toute impartialité. Évidemment, notre position n'est pas une position spécialement énorme par rapport à d'autres positions politiques. C'est une association comme une autre.
Mais voilà, c'était un peu comme quand j'ai travaillé à l'OIF. C'est une position, un titre sur le papier. Mais en même temps, je vous ai dit, j'ai été faire des formations à des journalistes au Bénin parce qu'il y a eu une demande et je me suis rendu disponible en 2 semaines pour aller le faire. Donc clairement, il faut que les uns et les autres puissent faire la demande. Oui, il faut faire une demande, sinon on ne peut pas se lever. Mais comment faire la demande, M. Dossou? Voilà. Faire une demande, par exemple, c'est de faire déjà, de répertorier déjà les besoins. Écoutez, j'étais passé faire une consultation pour Eden TV il y a quelques années. Et vous avez vu aujourd'hui, la chaîne, elle a pris, et d'ailleurs vous en êtes le directeur, et donc, à un moment donné, s'il n'y a pas un besoin qui est exprimé, on ne peut pas chercher des solutions parce que nous, on ne peut pas débarquer comme ça européen, débarquer en Afrique et dire nous vous apportons la science infuse. Non, on est dans une sorte de partage d'expérience. Et donc, du coup, à nouveau, vous me parliez de la carte de presse, par exemple. J'ai promis à nos téléspectateurs qu'on en parlera justement de la carte de presse. On le fait en même temps. Mais la carte de presse, par exemple, en Belgique, elle est validée, authentifiée par le SPF intérieur. Le SPF intérieur, c'est les services publics de l'intérieur, vous voyez. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui va authentifier cette carte et chaque année, le journaliste professionnel qui l'a pendant 5 ans doit chaque fois prouver chaque année que, oui, on est toujours journaliste, on exerce toujours le métier à titre principal et va devoir avoir sa vignette écolée pour valider son accréditation par année. Je ne sais pas comment ça se fait, par exemple, au Bénin. Au Bénin, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui délivre la carte de presse. C'est vrai qu'au sein de cette institution, il y a un service spécialisé de la carte de presse, donc il y a des formalités à remplir. Vous remplissez vos formalités, vous avez votre carte de presse. Alors, ce que je ne sais pas, et c'est ça que je vais vous demander, M. Dossou, quels sont les avantages de la carte de presse ici, en Belgique ou dans toute l'Europe? Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu avec nos confrères français, quand il y a un journaliste qui l'obtient, c'est comme une sorte de sésame. On va le dire clairement. Pour ceux qui adorent les réseaux sociaux, il les publie en masquant leur nom et prénom. Pas plus récemment qu'une journaliste de France 24 qui est une consoeur à nous, qui l'a eu, et qui a manifesté sa joie, parce que c'est un parcours de combattant. Pour l'avoir. D'ailleurs, il est noté sur cette carte que les autorités du pays sont sollicitées à favoriser le travail du porteur de la carte. Donc c'est une libre circulation, accès à l'information, puisque vous protégez vos sources. Vous avez cette clause compromissoire qui vous permet, par exemple, quand vous rentrez dans une rédaction, de l'invoquer pour en ressortir. Et donc il y a une liberté d'exercice du métier. Mais à nouveau, on est dans un pays avec quelques décennies de démocratie et surtout de liberté d'expression et de... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, vous avez une carte de presse, il faut pouvoir exercer plus librement et plus facilement dans l'état dans lequel vous êtes en quelque sorte dépositaire. C'est pas une autorité de ce facteur de journaliste professionnel. Donc il faut pouvoir exercer avec cette carte de presse. Mais la détenir et ne pas pouvoir exercer, c'est encore toute autre chose. On sait bien qu'aujourd'hui, dans nos pays, les libertés individuelles, les libertés d'opinion commencent, je dirais, on s'exprime plus librement dans nos pays d'Afrique. C'est vrai que, est-ce que le métier est exercé? Est-ce que le journaliste professionnel est devenu vraiment le métier dont il faut absolument, il faut s'en prévaloir pour pouvoir régler des comptes? Non, en Belgique ça ne se passe pas comme ça, en France ni en Europe, mais en Afrique on voit bien certains titres, il faut voir les titres simplement de nos journaux pour se rendre compte qu'on ne fait pas forcément le même métier. Oui, mais ça c'est pas dépendant de la carte de presse, ça aussi c'est un facteur de formation, c'est pas forcément la carte. Vous avez déjà parlé de la formation, moi je parle maintenant de la carte de presse. Est-ce que vous suivez l'actualité dans votre pays par rapport à la carte de presse? Écoutez, j'ai lu quelques infos, notamment par rapport à cette carte de presse-là, qui devrait être délivrée. Certains journalistes ont attendu quelques mois, quelques années. J'ai lu l'info, elle n'est pas vérifiée parce que je vous confirme que la délivrance a repris après une certaine léthargie. Aujourd'hui, la HAC délivre déjà la carte de presse. Mais le vrai problème, c'est que les professionnels des médias, dans notre environnement là-bas, ne voient pas encore les avantages de cette carte de presse. Mais la carte de presse, ça doit être comme une carte d'identité du journaliste. Oui, mais ça doit offrir aussi des facilités. Voilà. Pas seulement dans le monde de l'information, mais aussi dans la vie courante. Écoutez, par exemple, en Belgique, je ne vous cache pas, en Belgique, par exemple, avec votre carte de presse, vous avez le train gratuit. Par exemple, vous avez les transports en commun gratuits quasiment.
Il y a quelques avantages liés. Les soins de santé aussi? Non, pas les soins de santé, quand même pas, non. Quand vous êtes membre de l'AJP, moyennant un paiement d'une cotisation annuelle qu'il faut les payer, évidemment, c'est une association qui doit vivre. Et donc, vous payez une cotisation, il y a certains avantages que vous avez. Au sein de l'AJP, par exemple, on a des juristes qui vont devoir vous aider si jamais, vous savez, les journalistes peuvent avoir des difficultés et peuvent être présentés à la justice, comme dans tous les pays, parce que, ben voilà, il y a un problème d'information, de diffamation, de ceci, de cela. Et donc, il y a certains avantages que vous avez. Vous pouvez avoir, par exemple, des plaques minéralogiques de voiture parce que vous devez aller attendre 2 heures, 2 jours dans un aéroport pour aller faire une interview. Donc, il y a des petits avantages, je dirais, mais ça ne vous donne pas des avantages sociaux. Ok, mais il y a quand même des avantages. C'est important de le préciser parce que, justement, il ne sert à rien de détenir une carte et ne pas s'en servir. Mais visiblement, il faut se rendre compte que l'association va lier des partenariats avec d'autres institutions afin de pouvoir garantir, par exemple, ces avantages-là. Notamment, par exemple, le fait que tout journaliste professionnel peut prendre son train dans toute la Belgique gratuitement, c'est parce que nous avons, enfin, ceux qui ont été dans cette association et qui ont dirigé l'association depuis des décennies ont fait un travail qui continue d'être mis à jour chaque fois pour permettre justement de pérenniser ces partenariats qui font qu'aujourd'hui que la Société nationale des chemins de fer, par exemple, garantit une libre circulation, par exemple, à tout journaliste détenteur d'une carte de presse. C'est énorme, voyant le coût des billets de train, par exemple. Justement, pour finir maintenant sur la question de la presse qui laisse dessous, une dernière préoccupation. Est-ce que, vu la façon dont la presse fonctionne en Afrique, notamment chez vous au Bénin, et comment elle fonctionne ici en Europe, vous avez quelque espoir possible? Est-ce que vous espérez vraiment que la presse puisse se développer dans un contexte comme celui de l'Afrique? Mais vous savez, quand on parle généralement de l'Afrique, on oublie souvent que les États africains, nos États africains, on n'a finalement que 30 ans oui, mais ce n'est pas une raison. Il y a des États qui ont... de démocratie. Oui, mais c'est pas une raison. Quand vous dites ça, vous dédouanez non, mais laissez-moi finir. Vous allez voir, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a que 30 ans de démocratie. Et vous avez bien vu, avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, de façon géopolitique, que ça peut basculer du jour au lendemain, même quand on a 200 ans d'exercice de la démocratie comme les États-Unis. Non, pas forcément. Donc, du coup, je pense qu'il y a des choses qui se font. J'ai déjà travaillé avec des confrères africains, pas qu'au Bénin, partout. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Et le talent y est. La formation fait défaut. Maintenant, les pouvoirs publics doivent aussi s'y mettre un peu plus que ce qu'ils font déjà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je ne sais pas s'il y a une aide à la presse privée, par exemple, qui est en vigueur dans tous les pays. Je sais qu'au Bénin, il y a par exemple une aide à la presse privée. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par exemple, ici, on l'a encore. Et d'ailleurs, on se bat pour que la presse privée dont on parle, les presses digitales deviennent aussi facteurs de l'éclosion de l'écosystème. Donc il faut pouvoir aller solliciter aussi une aide de l'État à la presse privée numérique aussi. Là, on en est à ce niveau ici en Belgique, parce que la presse, globalement, a une aide privée. Mais l'aide ne veut pas forcément dire que maintenant, vous vous taisez et vous ne revendiquez plus rien. Donc, il faut se situer vraiment entre cette aide-là, qui ne doit pas inclure que maintenant, désormais, nos États, quand ils font n'importe quoi, on doit se taire. Non. Oui, parce que l'aide vous lie aussi. Quelqu'un qui vous aide, vous ne pouvez pas vous lever pour critiquer la personne. Oui, mais... Puisque vous percevez de l'aide, M. Dossou. En Belgique, les médias perçoivent de l'aide, mais vous avez vu comment on traite l'info. Vous avez clairement vu comment on traite l'info, même si on sait que la plupart des médias, à part le média de service public, appartiennent à des conglomérats financiers et industriels. Il y a quand même une certaine liberté d'expression et d'opinion qui est revalorisée dans la liberté du journaliste de pouvoir clairement étudier, hiérarchiser, analyser et donner des points de vue. Vous avez écouté mes éditos. On n'a pas spécialement fait la part belle à l'opposition et faire la part belle à la mouvance. Mais donc du coup, il faut inclure dans cette formation de futurs professionnels des médias cette liberté-là, et elle doit être garantie par les États. D'accord. Absolument. Vivement. Alors, vous n'êtes pas que journaliste, il est important de le dire. C'est vrai que vous pratiquez ce qu'on peut appeler ailleurs les dérivés de la presse. Vous êtes un entrepreneur culturel. Il y a bientôt 10 ans, nous changeons de sujet là. Nous avons fini avec l'Association des journalistes professionnels de Belgique. Nous parlerons maintenant culture, puisque, comme je le disais, il y a 10 ans, vous avez organisé ici en Belgique le festival Vaudou. Le Festival des Arts Vaudou. Le Festival des Arts Vaudou. Il y a une différence entre le Festival des Arts Vaudou
et le festival vaudou? Oui, bien sûr. Quelle est la différence? Écoutez, en octobre 2016, quand j'ai rencontré le président de la République, j'étais venu avec un projet Festival Vaudou, que j'ai écrit avec mes équipes en 2013. Et alors, le président de la République, tel que vous le connaissez, m'a dit, écoutez, monsieur Dossou, vous connaissez le pays dans lequel on est, on va mettre tout le monde sur le même pied et on va se mettre autour de la table. On veut faire un événement pour promouvoir nos identités, donc on va parler, je vous propose de parler des arts vaudous. C'est le chef de l'État lui-même qui vous me l'a suggéré. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le président de la République, mais c'est comme si vous aviez écrit le projet avec moi. Et donc, depuis la sortie de cette audience avec le chef de l'État, le festival s'est appelé Festival des Arts Vaudous. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez tenu une première édition? On a tenu une première édition. En 2017, exactement. 16. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette première édition. Et on en a déjà parlé sur votre plateau. Oui, d'accord. Mais vous avez quand même continué. On a continué. On a continué parce que, vous savez, il nous fallait ce souffle-là. Hein. Le chef de l'État a insufflé une dynamique. Et c'était la première fois qu'on organisait un événement d'envergure. Je ne vous cache pas que ça a été un événement d'envergure. On avait 2 ministres d'État qui étaient présents à nos côtés, qui ont ouvert solennellement cet événement qui s'est fait au Botanique. Oui. Et on a fait déplacer une cinquantaine de personnes en Belgique pour montrer à la face du monde ce que c'est que le vaudou et pour démystifier, hein, parce que généralement quand on parle de vaudou, on pense aux poupées vaudou, on pense aux films hollywoodiens, on pense au vaudou avec toute la magie, la sorcellerie derrière. Nous, on avait envie de démontrer que le vaudou faisait partie finalement de ces vieilles traditions de l'humanité où l'homme a toujours tenté d'expliquer les rapports entre le visible et l'invisible. Ouais. Et c'était une occasion pour nous d'asseoir donc un nouveau paradigme, d'asseoir une sorte de label pour défendre. Il y a même un nouveau lexique hein, maintenant avec au pays. Le VOD. On parle de religion vaudou. De religion. Comme d'autres religions. Comme d'autres religions. Mais il est important parce que vous savez, à nouveau, ne soyons pas profanes de notre propre culture. Ne soyons pas profanes de notre propre identité. Et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Partout sur Terre où vous allez et que vous dites que vous êtes béninois, même des gens qui n'ont pas visité le Bénin vous parlent du vaudou. Là, dire le pays du vaudou. Donc je crois que c'est quelque chose que le président de la République a compris et je suis super content qu'aujourd'hui quelque chose se développe autour de ce label-là. Et je suis fier d'avoir contribué pour une première fois à faire sortir le vaudou du Bénin parce que ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait l'organiser en tenant compte de l'agenda et de la rigidité du temps en Europe, en tenant compte de l'aperçu depuis des siècles qu'on a sur le vaudou, parce que n'oublions pas que toute cette partie d'Afrique a été victime de ce que nous appelons la traite des esclaves. Et donc fatalement, ce vaudou est devenu une sorte de religion paradigmatique. Donc c'est une religion qui part d'un point A, le Bénin, et qui va s'enrichir dans les Caraïbes, en Europe et aux États-Unis, en Amérique latine, des religions locales et qui revient sur la terre de son départ pour finalement se fondre dans la masse. Et ça, nous appelons le côté paradigmatique. Donc le vaudou n'est pas qu'une religion. Donc il faut bien faire cette différence-là en disant, mais tiens, le vaudou a généré une religion. C'est d'abord une philosophie de vie. C'est d'abord une identité culturelle qui vit dans l'âme, dans la moelle épinière, qu'on le veuille ou non, de chaque âme africaine. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus le seul à parler de vaudou. Et j'en suis fier. Au Bénin, on parle même de Vaudou Days. On a décrété carrément plusieurs jours pour célébrer le vaudou. Est-ce que ça vous dérange? Absolument pas. Je pense qu'il, tant qu'on sera nombreux à défendre ce qui fait notre existence, ce qui fait notre ADN, eh ben, le message passera plus. Aujourd'hui, on est content d'avoir un soutien de l'État, qui lui-même décide de célébrer les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles du pays. Et moi, je pense qu'il faut féliciter toutes les initiatives. Il faut juste que ça ne soit pas à nouveau des initiatives qui vont se faire pendant que Patrice Talon est là. Il faut le faire même quand il ne sera plus là. Il faut le faire au-delà de nous tous ici, que ça reste quelque chose qui permette à la nouvelle génération de savoir qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas bâtir un continent en faisant fi de son identité, de sa culture. Donc moi, je pense que les Vaudou Days au Bénin... Mais est-ce que vous êtes associé à ça? Parce que, non, on n'a pas été... personne ne vous a posé des questions par rapport à votre expérience d'organisation de festivals et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est un peu dommage. Donc ça vous pose un problème alors? Non, pas du tout. Vous savez... puisque vous dites que c'est dommage... On est déjà largement occupé. Vous dites que c'est dommage, ça veut dire que ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Je vous ai répondu. Oui, d'accord. Que ça ne posait aucun problème. Mais dire que c'est dommage, voilà, sinon vous
vous connaissez comment je parle. Hein. Oui, allez-y. Voilà, ça ne pose aucun problème. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas que nous. Il y a des gens qui défendent cette identité dans tous les pays du monde, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et qui le faisaient bien avant que nous autres soyons même nés. Donc on n'est pas les premiers à parler. Nous, on apporte quelque chose, on apporte une actualisation, on apporte un nouveau discours pour pouvoir enlever le vaudou du manteau sous lequel on l'a mis depuis des siècles. Et c'est dommage qu'il y ait des initiatives soutenues par l'État, par exemple, comme on nous l'a reproché aussi. On nous a reproché aussi de ne pas avoir associé tout le monde. On dit, mais on ne peut pas avoir à l'esprit d'associer tout le monde. Donc, de nouveau, moi, je ne jette pas une pierre dans la mare de Vaudou Days. Je veux dire, c'est dommage, il faut faire appel à des gens qui tentent de faire quelque chose, surtout en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Afrique depuis des années, et de profiter de leur expertise, de profiter de leur expérience. Nous, ça nous fait 5 éditions réussies à Bruxelles. Et par exemple, c'est cette année, on a été soutenu encore à nouveau par la ville de Bruxelles, qui a dédié pendant 2 mois une expo. On a fait venir des artistes du Bénin, de Paris, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, qui ont célébré le vaudou pendant 2 mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à le faire. Maintenant, si on va avoir des initiatives divergentes, je ne pense pas que ça soit bénéfique pour ce que nous sommes en train de défendre. Donc du coup, oui, le Vaudou Days, si un jour on nous sollicite, ben, avec plaisir qu'on va y aller, mais déjà on en a contribué. Dans tous les cas, c'est un coup de gueule que vous faites, qu'on le veuille ou pas. Bon, ceci dit, entre parenthèses, monsieur pas vraiment. Oui. Ce que les gens ne savent pas, qu'on va peut-être leur dire à travers cet entretien, c'est que non seulement vous défendez la marque Vaudou, mais vous êtes un dignitaire. Vaudou. Vous pratiquez le vaudou. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas faux. On a ouï dire que vous avez même été, comment je vais dire, on vous a porté une couronne. Oui. Parlez-nous-en. Il s'agit de quoi, monsieur? Mais écoutez, vous savez, vaudou, vous savez, l'ancien nom du vaudou, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle le rumbo. Le rumbo, chez nous, ça veut dire le secret du sang. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Haïti, ça vous rappelle Bénin, ça vous rappelle Cuba, Brésil. On ne peut pas tout dire sur un plateau de télévision. Ce qu'on peut dire sur un plateau de télévision, c'est qu'il est temps que nos États s'approprient leur identité. Il est temps que nos États s'approprient ce qui fait leur essence, leur ADN. Et je crois que le Bénin a donné le top. D'autres pays en ont fait également cas. Mais être couronné, je viens d'Agonly, hein, vous savez, ma grand-mère était grande prêtresse dignitaire vaudou, donc c'est tout à fait logique. Depuis 7 ans, je savais qu'un jour ça allait arriver. Donc aujourd'hui que je défende corps et âme et que j'investis quelques miettes que j'ai. Être couronné, oui, mais être couronné en Belgique. En Belgique, oui. Parce que ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici, oui. Vous êtes quoi concrètement? Vous êtes désormais, comment on peut vous appeler désormais? Écoutez, on m'appelle Kinos Dessous. Oui, d'accord. Maintenant, si vous avez envie de m'appeler Votre Majesté Kinos Dessous, je dirais oui, pour flatter un peu mon ego. Mais en même temps, voilà, j'ai été couronné effectivement par le monarque de la Cour suprême des rois d'Afrique, qui est en même temps le chef traditionnel du royaume de Tofo, que vous connaissez, qui s'est déplacé pour le faire, en reconnaissance de tout ce que nous faisons depuis quelques années, mais qui aussi, finalement, on va dire, me permet de pouvoir exercer plus facilement en me disant, mais tiens, désormais, vous serez ministre en charge du patrimoine immatériel et matériel. C'est votre titre. C'est mon titre. Et alors, du coup, au sein de la Cour, c'est une Cour qui réunit déjà une trentaine de pays africains. Donc, à nouveau, vous voyez, on va toujours aller dans de la convergence d'idées, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais donc, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le titre. Ce qui compte, c'est qu'on va faire avec ce titre-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, du coup, voilà, on a déjà... Quel est votre plan d'action? Écoutez, on a un plan d'action qui est déjà en place avant ce titre. On a dit qu'on est en train de mettre en place l'Institut Vaudou en Belgique. Ce sera une sorte de musée et où on va former des gens. On va leur apprendre ce que c'est que cette culture vaudou, et on va favoriser aussi des partenariats scientifiques entre l'Université libre de Bruxelles, d'où je viens, entre différentes associations, avec le Bénin, avec Haïti, avec Cuba, avec d'autres pays. Parce que, ne l'oublions pas, un peuple sans racines, c'est comme un arbre sans racines. Ça va mourir à un moment donné, et il est vraiment temps de faire ce sursaut patriotique et de rentrer dans le train de l'autodétermination, et de comprendre finalement qu'on peut s'approprier d'autres obédiences, mais on ne peut pas rejeter d'où on vient. Donc moi, je suis très attaché à cela, et d'ici mars, vous allez voir l'Institut Vaudou qui va sortir de terre en Belgique, et voilà, ce sera le premier projet d'envergure qui est déjà en place depuis 2014, mais il faut, vous savez, c'est une question de moyens, on ne parle pas de quelques millions d'euros, on parle de quelques centaines de millions d'euros. Donc ça va être quelque chose qui va être fait de fil en aiguille, et pour que nous puissions, nous aussi, porter, pas forcément pour mettre ceux qui sont en face dans une position
déstabilisatrice. Mais c'est pour aussi dire, écoutez, nous venons de quelque part et nous avons envie de partager ce qui nous différencie avec les autres peuples, finalement, pour qu'ensemble, nous puissions construire ce monde-là, parce que finalement... Même si certains veulent construire des murs, aujourd'hui, ça ne servirait à rien. D'accord, ouais. Quand vous parlez du vaudou, on sent une certaine passion en vous, Monsieur Dossou, et on peut bien comprendre, hein, puisque vous respirez vaudou, mais vous ne faites pas que respirer vaudou, vous buvez. On boit aussi du vaudou. Vous buvez également vaudou, et on a vu ici et ailleurs une marque de bière qu'on appelle vaudou. La Belge vaudou. La Belge vaudou. Finalement, vous êtes dans tout. Écoutez, ça c'est vraiment un projet sans but lucratif. Hein. C'est un projet associatif comme le festival. On fait quelque chose avec des équipes. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Karine, Alexandrine, Dino, Méda, Samson et tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant quelques années. Il fallait en fait non seulement développer quelque chose pour favoriser l'attractivité finalement de Bruxelles comme étant capitale d'Europe. Et c'est la bière que vous avez trouvée ? Écoutez, la bière c'est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Hein. Ah oui, bien sûr. Le patrimoine brassicole belge est reconnu à l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, rester dans les arcanes de ce patrimoine en étant belge, mais aussi béninois? Il faut aller chercher ce qui différencie. Il faut aller chercher la particularité du Bénin et l'associer à la particularité de la Belgique. Voilà. Et du coup, le vaudou et la bière. Et du coup, ça sonne quoi? Ça sonne la Belge vaudou. Et du coup, on a brassé une bière on est parti pour s'amuser. Et puis voilà, on continue de s'amuser. C'est devenu quelque chose international, consommé. C'est gentil, c'est très bien. Mais là, à nouveau, c'est ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, à nouveau, encore ensemble. Donc, on a été chercher des ingrédients dans une dizaine de pays africains et qu'on a mélangé à ce patrimoine brassicole belge pour en faire finalement un produit qui est métissé, un produit qui n'est ni belge, ni béninois, ni français, ni américain, qui est un produit du monde. La Belge vaudou, qui finalement est plus disponible en Belgique qu'au Bénin. Parce qu'on ne trouve pas vraiment la bière vaudou au Bénin. Il y a quand même un problème, M. Dossou. Est-ce que vous avez tenu compte du niveau de vie? Parce que ici, oui, on peut acheter une bière à 7 € sans problème. Ou plus. Mais acheter une bière à 7 € au Bénin, c'est une fortune. Mais vous savez, j'ai beaucoup voyagé, que vous savez bien. Mais quand vous allez au Bénin, vous voyez des gens, vous voyez nos frères et sœurs qui roulent en Maserati. Hein. Quelques-uns. Et que vous voyez comment... C'est pour une certaine élite, c'est pas pour quasiment tout le monde a une maison au Bénin. Le rêve de tout Béninois, c'est de construire sa maison, même si c'est pas une maison, une villa, une sorte de palace. Ici, en Europe, il y a très peu de gens qui arrivent à construire leur propre maison. Vous voyez, donc les Béninois, les Africains ont les moyens. Il faut se dire, bien sûr. C'est votre père, voilà, c'est pas un élément qui justifie le coût de la bière. Monsieur Dossou. Vous savez, on ne peut pas inventer un coût, par exemple, pour une bière. Il faut rester dans ce qui est plutôt légal. Donc, en Belgique, nos bières se vendent à ce prix. Au Bénin, les bières se vendent autrement. Donc, on est dans une politique où on ne peut pas fabriquer une bière et la vendre en deçà du coût de fabrication. Mais la bière, la Belge vaudou, je ne vous le cache pas, au moment de son inauguration, nous avons eu des distributeurs qui ont pris leur vol pour venir assister à ce lancement. Parce ici, oui, en Belgique, on ne l'a pas fait les choses qu'en Belgique. On a fait des sondages. Donc, il y a des gens, il y a des entrepreneurs brassicoles béninois et africains qui sont venus participer à ce lancement et qui ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Donc voilà. En fait, le vrai problème est là. Oui. Ils sont venus, après ils n'ont pas respecté les promesses. Oui. Mais est-ce qu'encore une fois, ça ne dépend pas du coût, parce que ça devient finalement une bière de prestige pour des gens de prestige. Écoutez, on ne va pas faire de la publicité, oui. Mais le coût, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un coût exorbitant quand on voit comment les Béninois font la fête ou comment ils se font plaisir. Donc, quand vous allez dans un bar aujourd'hui, vous savez ce que ça coûte une bière. À nouveau, nous, ce n'est pas un produit destiné à être vendu pour en faire un profit énorme. On est en train de véhiculer un message. On est en train de faire un brassage interculturel. Donc, je vous le dis à nouveau, quand vous débarquez dans une présentation d'un nouveau produit commercial, et que vous engagez, même moralement, en public, c'est que vous avez quand même fait un petit sondage. Ouais. C'est que c'est votre domaine et vous savez que les frais de douane coûtent autant, vous savez que, voilà, il faut faire... Allez, vous ne débarquez pas pour vous engager pour un nouveau produit et vous ne prenez pas vous-même votre avion pour débarquer dans le pays pour vous engager
et qui après vous retractez, ça veut dire vraiment que vous n'avez pas fait votre propre sondage pour calculer les coûts. Il faut calculer les coûts. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de distributeur de bière vaudou. Il y a eu aujourd'hui, en tout cas, dans d'autres pays, oui. En Afrique de l'Est, oui. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, oui. De l'Est. Dans des pays comme dans des pays comme la Guinée, dans des pays comme le Cameroun, en Tanzanie, on a des distributeurs qui se sont positionnés. Parce que quand vous voulez distribuer un nouveau produit, il faut vous positionner. Vous vous positionnez. Il faut se positionner. Ça se fait par des contrats. Donc il faut signer des contrats. Et puis après, on verra comment est-ce que le brasseur, voilà, moi je reste journaliste, je vous ai dit, c'est l'association à but non lucratif qui le fait. Et puis après, nous avons des orphelinats à aller aider. Après, nous avons des fournitures scolaires à donner à des enfants qui sont dans le besoin. Donc, on n'est pas dans une activité commerciale à outrance où on doit absolument devenir millionnaire en vendant de la belge. D'ailleurs, quand vous regardez, elle est brassée vraiment par petite quantité. Mais à nouveau, on ne peut pas imposer une collaboration à une partie en face qui ne veut pas collaborer et qui ne veut rien respecter de ce que nous appelons des clauses élémentaires d'une collaboration, ne fût-ce même que commerciale. Vous voyez. Donc, oui. Donc, à vous entendre, on n'a pas beaucoup d'espoir que cette bière porte l'étiquette vaudou. Pourquoi pas soit distribuée au pays du vaudou. Puisque on a parlé des Voodoo Days, qu'est-ce qui empêche par exemple les Voodoo Days, là vous allez me dire que je prêche pour mon église. Qu'est-ce qui empêche les Voodoo Days de dire, écoutez, tiens, il y a la Belge Voodoo, c'est ce qu'on peut faire ensemble, par exemple. Nous avons prospéré, nous avons fait des prospections un peu partout. Il y a plusieurs cafés qui ont fait une dégustation. Il y a la mission diplomatique belge à Cotonou qui en parle et qui la sert déjà dans les repas officiels, la mission diplomatique française aussi. Et donc, à nouveau, chaque fois, nous ne pouvons pas créer des produits et que ça soit encore les autres qui consomment plus que les autres qui les consomment plus que nous-mêmes. Donc voilà, je sais que par exemple, ce sera une initiative qu'on fera plus tard, mais à nouveau, il faut que les choses se fassent dans la légalité, il faut que les choses se fassent dans les préceptes élémentaires de collaboration. La Belge Voodoo, ce n'est plus une bière de Kinos Dossou, c'est une bière qui appartient à tout le monde, parce que ça raconte une histoire. D'accord. Alors, un festival vaudou, un institut vaudou, une bière vaudou. Où est-ce que vous allez vous arrêter finalement? Quel autre produit prendra l'étiquette vaudou dans votre plan d'action, si vous en avez? Écoutez, c'est de contribuer déjà à l'effort qui se fait au Bénin. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Bénin. D'ailleurs, j'attends avec impatience la reconstruction du dernier bateau négrier. Le dernier bateau en cours actuellement. Et je pense que ça va être quelque chose de fantastique. Il y a même une grande arène vaudou qui se construit, notamment pour les prochaines éditions du Vaudou Day en décembre. Il y aura une grande édition, donc une grande arène, comme on en trouve ici en Europe. Et voilà, ce sera au vaudou. Voilà, ce sera finalement des faits. Parce qu'on ne peut pas tordre le cou aux faits. On peut tordre le cou à la vérité parfois, mais ça, c'est des faits concrets et que j'espère bien que le chef de l'État va valider avant la fin de son mandat. Et je pense qu'il en a déjà fait quelques-uns. Et on ne va pas s'arrêter. On ne s'arrêtera jamais. On ne s'arrêtera jamais. Peut-être une chaîne de télé vaudou au Bénin. Pourquoi pas. Vous parlez du chef de l'État. Vous parlez également de mandat. Ça me permet d'embrayer pour parler politique avec vous. Et donc la Mabalo, vous ne faites jamais une émission sans parler politique. C'est pas possible. Est-ce qu'on n'a pas fini avec les 52 minutes? Sans parler politique. Parce que je trouve que d'ailleurs la presse béninoise, il n'y a quasiment personne qui en parle de façon concrète. On sent que les journalistes béninois évitent de parler de la politique. Mais vous-même, apparemment, vous voulez éviter non, pas du tout. Je suis à votre service. Mais donc, si vous voulez, on va aller en politique pour les dernières minutes de cette émission, Kinos Dossou. 2026, c'est dans quelques mois seulement. En 2026, au Bénin, il y a plusieurs élections. Il y a notamment les élections générales. Les élections générales, d'accord, oui, mais les élections législatives, les élections municipales et la présidentielle. Donc, 3 grandes élections pour changer le cours de l'histoire politique du Bénin, peut-être. Comment entrevoyez-vous 2026, vous, journalistes, vous, hommes de vaudou, et vous, béninois, simplement? Écoutez, les élections au Bénin, maintenant, depuis l'accession à la souveraineté internationale, se déroulent plutôt bien. On est un bon élève, même si de temps en temps il y a quelques couacs. On n'est pas, je dirais, un pays le plus parfait au monde. Vous avez vu que même les pays qui se prévalent d'une expérience démocratique de 2 siècles ont des difficultés. Je pense que 2026 va être un tournant majeur dans le cas du Bénin,
parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de réformes au sein même de l'État depuis que Patrice Talon est venu au pouvoir. Et je crois que même le code électoral a été réformé avec aujourd'hui des règles très strictes. Oui, il y a beaucoup de critiques par rapport au code électoral. C'est vraiment, comment on peut appeler, des boucliers qui se lèvent contre ce code. Le clergé en a parlé, les partis d'opposition, la société civile, beaucoup appellent à la relecture de ce code électoral. De ce code électoral, parce que, forcément, vous savez, quand on fait un code électoral, ça arrange certains, ça arrange pas certains, parce que, oui, il y a des conditions qu'il faut remplir, et voilà, certains ne remplissent pas ces conditions. Mais à nouveau, l'exercice de la démocratie, c'est aussi ça. Parce que on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, les lois n'arrangent pas tout le monde. Mais une fois qu'elles sont votées, elles sont votées. Nous sommes soumis aux lois et nul n'est au-dessus, apparemment, de la loi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, comment entrevoyez-vous 2026 moi, je pense que ça va être... Parce que là, vous essayez de contourner. Non, ça va être un tournant majeur, voilà. Je le dis, au Bénin et d'ailleurs dans toute la sous-région. Patrice Talon est en train de terminer son 2e mandat. Selon la Constitution, il doit en faire 2 de 5 ans. Et donc, il est encore en toute légalité à 2 ans de la fin de son mandat. Non, moins de 2 ans. Donc, un peu moins de 2 ans. Ouais. Et les nouvelles réformes de l'État, en tout cas en matière d'élection, disent que c'est les partis politiques au Bénin qui doivent finalement présenter leurs candidats. Donc on va savoir qui sera le dauphin de Patrice Talon. Est-ce que c'est l'opposition qui va gagner l'élection présidentielle ou est-ce que c'est la mouvance qui va gagner? Maintenant, évidemment, nous avons au Bénin quelques partis. Oui, on n'a plus les 300 partis politiques qu'on avait avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. On en a un peu une dizaine maintenant. Effectivement, il y a aussi ce problème de parrainage qui s'est toujours posé depuis les élections, toutes sortes d'élections confondues, depuis que Patrice Talon est là. Mais le code électoral a été voté et oblige ce parrainage-là. Donc voilà, il s'impose à tout le monde. Et donc je pense que ça va être un tournant majeur parce que ce code électoral, vous l'avez dit vous-même, certaines forces vives de la nation commencent à demander sa rélecture. Oui. La seule institution capable de faire cela, c'est l'Assemblée nationale. Et ça doit à nouveau se faire en tenant compte de la majorité. Et donc voilà, nous on a beau être dans nos studios. On est à moins de 2 ans des élections. Oui. On ne sait pas qui sont les probables candidats. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce qu'en Europe, ici où vous êtes, où vous travaillez, il est possible, à moins de 2 ans ou d'une élection majeure, de ne pas savoir qui sont les candidats? Écoutez, en Belgique, déjà, on n'est pas dans un même régime présidentiel que le Bénin. La France, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je veux dire, chaque pays a ses réalités politiques. Et à nouveau, être journaliste d'investigation ou journaliste politique, politologue, tout ce que vous voulez, et rester dans ces studios à l'aise à Bruxelles et commenter l'actualité en occultant le fait qu'aujourd'hui, les élections présidentielles au Bénin doivent se faire dans le strict respect du nouveau code électoral, ça veut dire qu'on va se dire des choses sur le plateau, mais on sait bien, tous les deux, vous et moi, que ça ne se fera pas. Parce que nul ne peut aujourd'hui avoir un discours contraire au code électoral. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que le code électoral dit au Bénin aujourd'hui? Que c'est les partis politiques qui doivent participer à la vie, à l'animation de la vie politique. Donc, c'est ces partis politiques-là qui vont proposer des candidats. Au moment où ce code électoral est voté, c'est pas aujourd'hui qu'il faut retourner dans ce code-là. Maintenant, on peut solliciter une relecture. Ça, on est toujours dans l'exercice de la démocratie. Oui, mais concrètement, connaître les candidats à une élection présidentielle 6 mois avant cette élection-là, est-ce que vous pensez que c'est tenable, ce délai, pour vraiment connaître ceux qui aspirent à diriger un pays? Écoutez, c'est de cela qu'il s'agit. Écoutez, on peut se dire, tiens, vous et moi, on a envie d'être président de la République, mais le code électoral dit qu'il faut se positionner publiquement 6 mois avant l'élection. On sait tous les deux qu'on veut être président, donc on va en discuter avec nos bases, avec nos QG, et après, à partir de 6 mois, on va rendre cela public. Donc d'ailleurs, on a dit clairement, je crois qu'il y a une actualité actuellement au Bénin où voilà, certains auraient commencé à en parler et donc vont être soumis à la loi, vont être présentés pour pouvoir dire mais pourquoi est-ce que vous êtes en train d'enfreindre la loi? Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a beau avoir toutes sortes de discours, toutes sortes d'analyses, on est un peu soumis à ce code électoral qui propose les étapes pour l'organisation des élections. S'il y a d'autres étapes pour arriver à ce résultat, il faut peut-être relire ce code. Et pour relire ce code à nouveau, on est obligé de le faire de façon légale. Donc on doit passer par l'Assemblée nationale, qui est l'organe législatif qui doit légiférer sur cette relecture, et alors c'est une question de majorité. Donc à nouveau, les discours
inopportuns, je dirais, les discours sans fondement, ça ne sert à rien. Discours inopportuns. Là, vous êtes en train de me demander, est-ce que c'est normal qu'on connaisse seulement à 6 mois des élections les candidats Inopportun. Il y a un discours qui vous dérange Non, parce que moi je me dis, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans ce code électoral. C'est le document qui guide, c'est comme une constitution. Voilà, ça vous arrange pas, il est là. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que c'est à 6 mois qu'il faut se positionner. Si tu te positionnes à 7 mois, tu enfreins la loi. C'est aussi simple que ça. Mettons, si tu as envie, là j'utilise le tu, hein. Si vous avez envie on se positionne à 1 an des élections, il faudra trouver un moyen pour que ce code soit réformé. Et pour trouver un moyen pour que ce code soit réformé, il ne faut pas débarquer à l'Assemblée nationale avec des armes. Les armes doivent être un débat d'idées, voilà, de s'arranger pour que l'Assemblée nationale, dans sa majorité, dise tiens, c'est vrai que ce code, la Constitution ne reste qu'un bout de papier, qu'un bout de règles et de lois, donc il faut la mettre à jour. On vous aura compris. Ouais. Est-ce que vous pensez, et ça c'est peut-être la dernière question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'en 2026, au Bénin, il y aura l'alternance? Ah oui, je pense qu'il y aura l'alternance en 2026 au Bénin. L'alternance, c'est quoi, selon vous? L'alternance, c'est que les élections se fassent libres, transparentes, et que l'alternance, c'est aussi que l'opposition prenne le pouvoir? Pas forcément. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est pas... Vous ne pensez pas que... l'alternance, pour moi, c'est ce que le peuple béninois aurait choisi. Oui, d'accord. Donc, l'alternance, c'est également un changement radical de paradigme. S'il doit y avoir un changement radical comme ce qu'il y a eu aux États-Unis, c'est le peuple qui décide. Oui. Est-ce que vous envisagez ça possible oui, moi, je pense que avec le président de la République qui est là, avec cette réforme, même si elle n'arrange pas tout le monde, le chef de l'État a droit à 2 mandats. Il est à la fin de son 2e mandat. C'est une alternance. Il y aura un nouveau président de la République. Et ce nouveau président de la République va être élu par le peuple béninois. Il ne faut pas aller plus loin que ça. D'accord. Êtes-vous satisfait de l'action de M. Patrice Talon à la tête du Bénin? Écoutez, là, je parle en tant que... Kinos Dossou. Kinos Dossou. Je ne parle pas en tant que journaliste. Kinos Dossou... C'est vrai que c'est difficile de faire la différence, mais allez-y quand même. Écoutez, je suis né au Bénin. Oui. J'ai vécu une partie de ma vie au Bénin. J'ai grandi, j'ai fait une partie de mes études universitaires également au Bénin, même si j'en ai fait une partie en Belgique. Et pour quelqu'un qui a vu le Bénin, vous allez être d'accord avec moi, le Bénin que nous voyons aujourd'hui, en tout cas, le skin et même les réformes, comme je dis, il y a toujours une nouveauté qui vient vieillir l'ancienne, qui vient vieillir l'ancienne nouveauté. Le Bénin a changé. Selon vous? Selon moi, le Bénin a changé. Et fatalement, et là je reprends mon manteau de journaliste, il y a plein de choses qui ont changé en positif. Comme quoi? Donnez des exemples. C'est trop facile de dire ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, rien que les infrastructures au Bénin. C'est ce que tout le monde dit. Oui, mais c'est un changement, il faut l'accepter. Vous avez connu le Bénin il y a 15 ans. Vous voyez de quoi je parle? C'est un autre visage. Rien que la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, on peut demander des pièces et les obtenir en quelques minutes. Contrairement à avant, où vous alliez peut-être attendre des mois. Aujourd'hui, la corruption qu'on a connue il y a 20 ans au Bénin, voilà, ce n'est plus le cas forcément. Je ne peux pas m'en assurer parce que je ne travaille pas dans l'administration. Mais voilà, j'ai vécu déjà des faits au Bénin il y a 2-3 ans, 4-5 ans. Contrairement à des faits que j'ai vécus il y a 20 ans, on sent quand même qu'il y a des changements. Mais à nouveau, seuls ceux qui n'osent pas, moi je suis un... Ne font pas d'erreur. Voilà, moi je suis un fanatique optimiste. Donc moi je suis un super optimiste. Je pense fondamentalement que Patrice Talon a fait des choses au Bénin. Je pense qu'il y a eu des choses aussi qui n'ont pas été forcément bien faites, mais un État, c'est un État, ce n'est pas une personne. Vous voyez, le chef de l'État, ça reste une institution. Vous voyez, et donc à nouveau, si nous devons chaque fois rester sur ce qui n'a pas été, on oublie fatalement ce qui a été. D'accord. C'est également sous M. Patrice Talon, le président de la République, Kinos Dossou, que l'ambassade du Bénin à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, a été fermée, notamment en tenant compte de la nouvelle carte diplomatique. Vous applaudissez ça aussi? Non. Ça fait partie, par exemple, des choses, des faits, des actions pour lesquelles quelqu'un qui vit à Bruxelles, qui a été, plus ou moins, j'ai été président des Béninois de Belgique pendant 10 ans, c'est difficile pour nos compatriotes d'aller jusqu'à Paris
pour faire des démarches. Sachant qu'on sait qu'ici, quand même, quand on se rappelle des accords de Cotonou, les ACP, nous avons toutes les institutions internationales qui sont représentées à Bruxelles. En introduction, je l'ai dit, Bruxelles, c'est la deuxième ville plus cosmopolite du monde. D'accord? Donc c'est difficile d'aller argumenter pour dire, tiens, nous n'avons pas d'ambassade. Maintenant, à nouveau, nous ne sommes pas ministre des Affaires étrangères. Donc vous avez, il y a une nouvelle carte diplomatique. À nouveau, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai que quand on pense qu'on est à Bruxelles, le siège de l'Union européenne, le siège de l'OTAN, la Commission de l'Union africaine est là, les ACP sont là, et que par le passé, le Bénin a quand même eu une mission diplomatique très présente avec une résidence diplomatique et qu'aujourd'hui on sent que tout ça c'est un peu en jachère comme ça. Pour un Béninois qui vit ici et qui a beaucoup aidé, voilà, les compatriotes doivent être complètement convergés vers Paris. C'est vrai qu'on a un consul à Liège, on n'a même pas de consul à Bruxelles pour l'instant. Vous vous rendez compte, on a un consul à Anvers, on a un consul à Liège, on n'a pas de consul à Bruxelles. On se pose des questions, oui c'est quelque chose qui nous dérange un peu. Mais à nouveau, on n'a pas été dans les débats qui ont participé à cette nouvelle carte diplomatique. Mais est-ce que vous faites quand même un plaidoyer pour que... écoutez, j'ai été jusqu'à Cotonou. On a commencé par ouvrir d'autres ambassades. D'autres ambassades, mais est-ce que la Belgique a une ambassade au Bénin, récemment? Vous voyez? Sinon, la résidence, je pense qu'elle était à Abuja. Et donc aujourd'hui, nous avons une mission diplomatique mais vraiment l'ambassadrice plénipotentiaire Sandrine Plateau qui est également là, qui fait un gros travail. Donc peut-être que c'est une normalisation, une renormalisation des... Et vous plaidez pour ça? Oui, je souhaite quand même qu'on ait une mission diplomatique à Bruxelles quand même. Oui, c'est ici que tout se décide finalement. Hein. Et donc c'est embêtant de se rendre compte qu'on n'en a pas. Mais à nouveau, on n'est pas dans le secret de ceux qui ont façonné cette nouvelle carte diplomatique. J'ai été personnellement, puisque vous demandez souvent qu'est-ce que je fais en tant que journaliste, j'ai été personnellement au Bénin à main frais faire une interview de 26 minutes à l'ex-ministre des Affaires étrangères pour qu'il nous parle un peu de pourquoi cette nouvelle carte diplomatique. Et il a expliqué clairement, je vous enverrai le lien. Vous a convaincu? Il m'a expliqué quand même qu'il fallait faire des économies. Est-ce que vous êtes convaincu? Écoutez, ça c'est ma question. Ça c'est une question piège, mais je vais vous répondre. Mais est-ce qu'il vous a convaincu? J'étais journaliste à l'époque, je le suis toujours. Dans ma peau de journaliste, je lui posais des questions. Je faisais un peu ce que vous êtes en train de me faire là à l'instant, en voulant absolument que je réponde et je prenne des engagements en votre nom. Et donc du coup, je vais vous répondre. Allez-y. Le ministre Agbenossi à l'époque m'a expliqué pourquoi la carte diplomatique actuelle du Bénin a été circonscrite autour d'une dizaine d'ambassades. Je lui ai demandé, je pense, je me rappelle bien de cette interview, pourquoi est-ce qu'un pays comme la Belgique, capitale de l'Europe, on sucre l'ambassade au détriment de Paris. Il a expliqué que le Bénin devrait faire des économies et que la Belgique n'était pas le seul pays important pour lequel la mission diplomatique a été supprimée. Et que ce n'est pas définitif. Oui. Et donc il a levé plusieurs options. Les ambassades coûtaient plus cher. Il m'a donné l'exemple de l'ambassade de New York, par exemple, qui coûtait 4 fois plus cher et qui... une ambassade n'est pas là, forcément, non plus pour faire des rentrées. Est-ce que vous avez été convaincu? Je n'ai pas été totalement convaincu. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Je n'ai pas été totalement convaincu, mais c'est une interview de 26 minutes. Il fallait, à un moment donné, l'arrêter. Oui, mais même si c'était 5 minutes, si vous devez être convaincu, vous l'aurez été. Je n'ai pas été totalement convaincu. Vous n'avez pas été convaincu, mais je sais que, ça c'est peut-être pour l'information, que l'actuel ministre des Affaires étrangères travaille à la réouverture de certaines ambassades. Il y en a quelques-unes qui étaient d'ailleurs ouvertes. Peut-être que Bruxelles fait partie du lot. On verra très bientôt. De toute façon, nous autres, on n'a encore jamais été contactés par le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui est très jeune d'ailleurs. Et d'ailleurs, je félicite le fait aujourd'hui qu'on donne cette possibilité à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. D'accord. Mais du coup, en son temps, je serais heureux de donner mon point de vue. Je serais heureux de demander à être convaincu, surtout par le discours du prochain ministre. Voilà. Monsieur Dossou, nous allons conclure notre entretien. Nous avons parlé évidemment de plusieurs sujets, notamment de la presse, notamment également du Festival Vaudou et maintenant de l'actualité politique. Au bout de cet entretien, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent actuellement depuis le Bénin et partout dans le monde et même aux auditeurs qui vous suivent sur notre radio? Écoutez, merci donc là, merci d'être venu jusqu'à Bruxelles pour avoir ma modeste contribution sur l'actualité qui se fait actuellement au Bénin. Je trouve que de temps en temps, en tant que journaliste, il faut s'exprimer, il faut donner son point de vue. Et il faut le faire aussi quand même de façon assez diplomatique dans le strict respect de la déontologie de notre métier. C'est ce que je souhaite apporter et que je reste convaincu que les confrères et les consoeurs du Bénin, je me suis fait former au Bénin, voilà, donc aujourd'hui je suis ici, donc ça veut dire que c'est possible.
Il faut que nous puissions actualiser nos connaissances, il faut que nous puissions participer aux formations nationales, régionales et internationales, nous puissions aller rencontrer d'autres points de vue et nous exprimer surtout dans le strict respect de ce que proposent les lois de nos pays. Et aujourd'hui, la presse doit plus que jamais rester le refuge de tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre sommés de se taire, parce qu'il n'y a jamais de démocratie sans liberté d'opinion, sans liberté d'expression et surtout sans liberté de la presse. C'est au nom de cette liberté d'expression que vous vous êtes exprimé aujourd'hui sur les plateaux de Eden Télévision. Bon, enfin, quand je dis les plateaux de Eden Télévision, on se comprend. Le plateau, on se comprend. C'est aussi également au nom de cette liberté que je vous ai posé quelques questions. Vous avez essayé de répondre à quelques-unes, même si vous ai convaincu. Contourné d'autres questions. Il m'appartient pas de répondre à vous. Ouais, comment c'est difficile de dire c'est pas si difficile, mais mon rôle ici n'est pas vraiment de répondre à vos questions. Vous le savez très bien. Absolument. Vous le savez mieux que moi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Dossou. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association des journalistes professionnels de Belgique, notamment membre du conseil d'administration, où vous occupez dans ce conseil des médias numériques francophones et germanophones. Vous avez justement parlé de la presse, de la carte de presse, les avantages de la carte de presse. On a fait une comparaison avec la presse nationale. Vous êtes revenu largement sur le festival Vaudou, sur l'Institut Vaudou, sur la bière Vaudou, sur la marque Vaudou, dont vous êtes un dignitaire consacré ici en Belgique, nous l'avons remarqué. Et enfin, comme je l'ai dit, nous nous sommes prononcés sur l'actualité politique. Merci infiniment. C'est un plaisir. En espérant vous retrouver très bientôt pour d'autres entretiens. Je voudrais remercier également les téléspectateurs de Eden Télévision et les auditeurs de Diaspora FM pour nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. À dimanche prochain, toujours avec le même plaisir.